Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on revient sur l'émission Capitale d'hier. Nos élus vivent-ils au-dessus de nos moyens? Plusieurs sujets, dont un sujet qui a beaucoup fait réagir à propos de nos sénateurs, les derniers pachas de la République. Est-ce que d'une manière générale, nos élus dépensent trop et mal, ou trop ou mal notre argent? On en parle ce matin avec Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, candidat au municipal à Suresnes. Bonjour, merci d'être avec nous. D'habitude, on vous retrouve plutôt dans la deuxième heure pour les débats. Et merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Et François Lenné, bonjour, vous êtes membre de l'association Contribuables Associés. Bonjour. Alors, bonjour à vous, merci d'être là, Contribuables Associés qui régulièrement dénonce les gaspillages d'argent public. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission de Capitale hier soir. Le Sénat coûte 323 millions d'euros par an aux contribuables. Alors qu'une partie des Français fait grève pour lutter contre la réforme des retraites, celle des sénateurs est très très avantageuse. Lorsque je suis partie du Sénat, on m'a dit qu'au bout de 2 ans et quelques mois, je devais avoir quelque chose comme 1100 euros de retraite. 1100 euros. C'est complètement aberrant. Voilà, et des exemples, on n'en a pas manqué hier soir dans Capitale. Vous réagissez comment, Xavier Iacovelli, sénateur, quand on vous dit que vous êtes un privilégié et que les sénateurs ont un train de vie qui est abusif? Un privilégié, on ne va pas dire le contraire. Les sénateurs sont des privilégiés par rapport à la moyenne des Français. Effectivement, quand on a un salaire, une indemnité qui est 4 fois supérieure à la moyenne du salaire français, effectivement, on est des privilégiés dans ce système-là. Après, il y a de plus en plus de contrôles. Je pense qu'effectivement, depuis 2017 et les lois sur la moralisation de la vie politique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors moi, je suis élu depuis 2017, donc du coup, je n'ai pas connu l'ancien système. Mais effectivement, on en a parlé. Et je pense qu'il y avait des abus avant et qu'aujourd'hui, les lois de moralisation permettent de contrôler tout ça. Mais il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour le Sénat. Alors, il y a eu d'autres exemples dans l'émission, mais c'est vrai qu'on voit les maires qui sont assez peu payés et avec d'autres élus qui le sont beaucoup plus. Alors, peut-être, monsieur Lenné, vous avez regardé, vous aussi, l'émission hier? Oui, bien sûr, on a regardé ça. Alors, sur le Sénat, je dirais, on ne va pas tirer sur les ambulances, mais c'était pathétique, effectivement. On voit bien que c'est une institution qui est un peu à la ramasse, à la traîne. D'autres institutions comme l'Assemblée nationale. Non, je peux pas vous dire qu'elle a fait des réformes depuis un certain temps. Ils ont on a le exactement Sénat... le même travail que l'Assemblée nationale. Oui, mais je veux dire, en termes de 80%, excusez-moi, mais 80% de nos amendements sont repris in fine dans la loi. Ouais. Non, mais sur le travail fourni, c'est pas le commentaire, c'est sur les méthodes de contrôle des dépenses, de suivi des présences, de rémunération, d'ajustement des retraites sur le régime général, etc. Enfin, c'est l'arrière-garde, mais la réforme va passer dessus, c'est inévitable. C'est-à-dire quoi? Vous dites en gros que le Sénat ne sert à rien? Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, alors, sur l'utilité du Sénat, on peut s'interroger, mais c'est pas forcément le débat, c'est pas ce qui a été abordé hier. Non. Mais sur la façon de rémunérer, d'incentiver, de contrôler la présence, les dépenses, etc. C'est une institution qui est en retard par rapport à d'autres, de l'Assemblée nationale, qui se sont réformées plus vite et plus tôt. Tout ce qui manque aujourd'hui sur toutes ces affaires-là, c'est une transparence beaucoup plus complète. On l'a vu hier, il y avait beaucoup de séquences où les interviewés du Sénat étaient embarrassés, voulaient pas dire les choses, machin, etc. On est en République, la transparence devrait être totale, le citoyen devrait pouvoir s'emparer des chiffres, les comparer, mesurer la présence des gens, etc. On en est très très loin, mais ça va venir, c'est inévitable. Oui, vous avez Iacovelli? Non, alors déjà, je veux pas être l'avocat du Sénat, parce que c'est pas pour ça, en tout cas, que je suis venu aujourd'hui. Moi, je suis très libre dans ma prise de parole, mais je peux pas non plus laisser dire que le Sénat est à la ramasse sur les réformes. Les réformes ont été faites en même temps que l'Assemblée nationale sur un certain nombre de choses, sauf effectivement sur la retraite. Ça, je suis d'accord et on pourra en parler. Mais sur la présence, aujourd'hui, les sénateurs qui ne sont pas présents ont des indemnités qui sont coupées. Alors effectivement, initiative au départ de Barthelone à l'Assemblée nationale, qui elle-même prenait exemple sur Huchon à la région Île-de-France, et ça s'est mis effectivement au Sénat depuis, je crois, 2017 également. Donc, il y a quand même des réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, la loi de la moralisation de la vie politique oblige les Sénats, et c'est très bien comme ça, et oblige les sénateurs à justifier leurs dépenses.
qui ont diminué, leur enveloppe de frais de mandat a diminué par rapport à l'exercice, au mandat précédent, et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, tout doit être contrôlé et justifié. Et c'est aujourd'hui contrôlé par des cabinets d'experts comptables indépendants et privés. Donc moi, franchement, je trouve que à la fois, effectivement, il y a une incompréhension peut-être de la part des Français de ces sommes. Mais je pense que c'est à nous aussi de l'expliquer, et je pense qu'effectivement la transparence est importante, parce que quand on explique à quoi nous servent effectivement ces enveloppes, les Français comprendront. Effectivement, hier, je me rappelle, il y a un sénateur qui disait que ça coûtait 70 centimes par jour et par ménage le Sénat. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais les visites du Sénat, que ça coûte 5 € par an et par Français. Ouais. Mais à l'intérieur, il y a aussi toute la gestion du patrimoine, du Jardin du Luxembourg. C'est un lieu historique, donc il est aussi entretenu au-delà de ça, les sénateurs ont droit à 5 900 € par mois de frais professionnels, un abonnement de train en première classe, de billets de train, s'ils viennent de loin, un forfait de taxi de 5 000 € par an, 7 000 € par an pour leurs abonnements numériques et ceux de leurs collaborateurs, ainsi que d'un forfait de 1 200 € par mois pour se loger. Et en plus, chaque sénateur a un budget de 8 400 € par mois oui, c'est ça, maximum pour rémunérer ses assistants. C'est beaucoup d'argent. Alors, je vais vous dire, moi, juste sur l'enveloppe des collaborateurs, pour le coup, c'est pas énorme. S'il y a bien une enveloppe qui n'est pas énorme, 8 400 € pour du brut, c'est-à-dire qu'on peut maximum 5 collaborateurs. Je vous invite à rémunérer 5 collaborateurs avec 8 400 € brut. Ça fait pas beaucoup. Donc c'est les collaborateurs qui sont à la fois sur le travail législatif et les collaborateurs qui sont également en circonscription. Donc l'enveloppe pour le coup des collaborateurs, je vous rappelle que c'est des emplois précaires, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi. Les collaborateurs, ils peuvent du jour au lendemain être licenciés, et de toute façon ils dépendent du mandat du sénateur. Il y a d'autres métiers aussi. Je dis juste que pour le coup, on peut pas attaquer sur cette enveloppe, en tout cas des collaborateurs. Il y a des choses qui sont peut-être plus contestables, mais certainement pas l'enveloppe des collaborateurs. Non, mais la retraite, l'exemple qu'on entendait, la retraite, 2 ans sénateur et 1 200 € de retraite. On a Jean de Longjumeau, vous pouvez réagir à 0826 300 300, vous êtes très nombreux à vouloir le faire et à regarder cette émission sur Facebook. Jean, bonjour, vous avez vu Capital hier, bonjour. Ah oui, je suis en train d'écouter monsieur le sénateur, là, mais il passe leur temps à se justifier en disant qu'il... vous me demandez des justifications. Mais non, mais attendez, c'est légal, mais monsieur, vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de dire que c'est le double ou triple d'un salaire moyen. C'est quoi un salaire moyen? Vous vous rendez compte qu'un jardinier, parce qu'il n'y a pas que les sénateurs, vous avez quand le directeur général qui doit être à 20 000 € par mois. Enfin, vous vous rendez compte, mais... Vous êtes au-dessus de la planète, c'est impossible. Non, mais les salariés du Sénat sont mieux payés que les sénateurs. Le sénateur d'Essonne, à part ses slips et ses chaussettes, on lui paye ses chemises et ses costumes, alors qu'il gagne ça nous coûte 25 000 € par an, un sénateur. Mais à quoi il sert, monsieur, sur le terrain? Par mois. Oui. À quoi il sert un sénateur? Moi, sur mon département, un sénateur, je sais même pas qui c'est. Non, il sert à faire rien du tout. Ah bah si, je vous confirme, on sert à faire la loi, si. Attendez, De Gaulle, il voulait couper le Sénat, il avait parfaitement raison, ça lui a coûté sa place. De toute façon, je vous invite à voir les démocraties où il n'y a plus le Sénat, il n'y a qu'une seule assemblée qui dépend entièrement du pouvoir exécutif. Ça s'appelle la dictature. Quand vous vivrez, monsieur le sénateur, quand vous vivrez et que vous ferez de la politique comme les pays du Nord, là, on en parlera. Mais monsieur, avant d'être parlementaire, pardonnez-moi, mais avant d'être parlementaire, j'étais chef d'entreprise et je touchais 1 500 € par mois. Donc je sais ce que c'est aussi la galère et je sais ce que c'est la vraie vie. Donc j'ai pas de leçon de morale à recevoir de votre part. Je vous dis juste aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu des abus. La rémunération, moi je n'ai jamais dit qu'elle était faible. J'ai toujours dit effectivement qu'on était les parlementaires étaient privilégiés par rapport à la moyenne des Français. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et le Sénat, en tout cas, a joué son rôle dans l'affaire Benalla, si le Sénat n'avait pas été là, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a cette image quand même de dire ça passe à l'Assemblée. Ça passe par le Sénat après qui défait la loi et ça repasse à l'Assemblée. Finalement, le ripollinage du Sénat ne sert pas à grand-chose. Il y a 60% des lois qui sont d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat dans une commission mixte paritaire. Donc ça veut dire qu'on essaie... Encore une fois, il y a 80% des amendements et des modifications du Sénat qui se retrouvent in fine dans la loi. La justification. Enfin, je pense que le sujet n'est pas le Sénat est-il utile ou pas. La question est est-ce qu'il y a de l'argent public gaspillé? Qu'est-ce que vous dites, vous, François Lenné, membre de l'association Contribuables Associés, pour vous resituer?
il suffit de se pencher n'importe où pour en trouver. Il y a des gens qui gèrent très bien, par exemple leur mairie, leur commune, etc. Puis il y a des gens qui gaspillent complètement. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans la discussion qu'il y a eu entre l'auditeur et monsieur le sénateur, c'est qu'en fait, on voit là le fond du pourrissement de notre République ici. Les élus ne donnent plus confiance aux citoyens du tout. Et les comportements du Sénat qui joue à cache-cache, qui n'a pas de transparence, etc., contribuent à ce pourrissement d'une manière épouvantable. Mais est-ce qu'il n'y en a pas plus de la transparence maintenant qu'il n'y en a eu à une certaine époque ? Aujourd'hui, on connaît les chiffres. Alors, on peut être choqué par les chiffres, mais on les connaît. Pas. Moi, je serais content que le Sénat publie effectivement la liste des sénateurs qui ont vu leur rémunération amputée par manque de présence. J'invite les citoyens qui s'intéressent à lire un livre qui s'appelle « Le Sénat : un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes, de gens qui ont fait les enquêtes. Franchement, les chiffres qu'il y a là-dedans, ils devraient être dans une disponibilité, une transparence totale. On en est très, très loin. Mais ils existent donc, ces chiffres? Non, ils n'existent pas. Il faut une enquête absolument phénoménale d'efforts pour aller jouer à cache-cache avec les gens. Donc aujourd'hui, très franchement, la transparence sur les chiffres, elle peut être augmentée de manière considérable partout, et au Sénat en particulier. Est-ce que les élus, plus généralement, alors on a vu l'exemple des maires hier, mais est-ce que les élus devraient être comptables de leur action quand on voit qu'il y a des ronds-points faramineux qui sont parfois construits, des choses comme ça? Je voyais ce matin, sur les conseils généraux, les choses comme ça, est-ce qu'il y a là aussi des abus? Des abus, alors... Enfin, des abus, ou en tout cas des gâchis. Des gâchis, oui, des gâchis, ça, il y en a plein. J'invite les auditeurs à venir sur le site de Contribuables Associés pour consulter ce qu'on appelle l'Argus des communes, qui est un outil Internet sur lequel on donne une note à tous les élus, une note de dépenses. On regarde s'ils dépensent plus ou moins que leur moyenne. Alfortville, note de dépenses 2018, 7 sur 20. Trichet, qui était hier la première commune, 10 sur 20. Cysoing, 18 sur 20, Nevers, 9 sur 20, et Suresnes, où monsieur le sénateur veut se présenter, je crois, à la mairie, 3 sur 20. Voilà, donc 3 sur 20, ça veut dire qu'on peut dépenser beaucoup moins. Il y a des villes de même taille qui dépensent beaucoup moins. À Cysoing, 18 sur 20. Quand on regarde une autre note qui est la note de santé, 16 sur 20, la logique voudrait que, pour nous, en tout cas, Contribuables Associés, cette commune baisse les impôts. La note des impôts est de 5 sur 20. Donc, ils sont fortement taxés, les habitants de Cysoing. Et vu la santé et les dépenses faibles de la commune, il y a moyen de baisser les impôts. 0826 300 300. Merci Jean de nous avoir appelé. Si vous voulez réagir, vous pouvez rappeler 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi et ce débat jusqu'à 11h. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nos élus vivent-ils au-dessus de nos moyens? C'était le thème et le titre de l'émission Capitale hier soir. Vous avez été assez nombreux à regarder cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin sur Sud Radio. Trop payé, trop d'avantages, c'est indécent, nous dit à l'instant un auditeur. Angelo Nudi, le sénateur, a bien dit qu'ils étaient des privilégiés, donc il faut abolir les privilèges, comme le dit le sénateur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc on en parle avec Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, candidat au municipal à Suresnes, et François Lenné, membre de l'association Contribuables Associés. Vous avez parlé de plus de transparence, donc on a la transparence sur les salaires des sénateurs. Où est-ce que ça manque de transparence? Sur tout ce qui est fonctionnement, frais de fonctionnement du Sénat, c'est quoi, François Lenné? Sur le Sénat lui-même? Oui. Ce qui manque de transparence, en règle générale, ce qui est malheureux dans ce débat, on le voit bien, c'est qu'il est focalisé sur les seules mesures qu'on arrive à avoir, c'est-à-dire les coûts, les dépenses, les salaires, etc. Nulle part, on arrive à mettre en face la valeur apportée. À quoi sert cet argent? Qu'est-ce qu'il apporte aux citoyens? Et là, franchement, on manque de transparence complète sur ça, et qui permettrait aussi d'individualiser la performance des gens. Les sénateurs ne sont pas tous des privilégiés qui se gobergent avec leur argent. Il y en a qui, je pense que le salaire qu'ils ont, ou la rémunération qu'ils ont, n'est pas indécente s'ils font bien leur travail. Malheureusement, on est incapable de montrer aux gens ceux qui font bien leur travail, ceux qui ne le font pas. Or, je suis sûr qu'il y a des sénateurs qui méritent des bonnets d'âne et d'autres qui méritent une vraie légion d'honneur citoyenne. Et ça, il faudrait apporter de la transparence sur ça. Pour les élus des mairies, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a fait l'Argus des communes, avec cette note simple à comprendre par la maire Michu. C'est entre 0 et 20, comme son gamin à l'école. Il y a des maires qui ont 0, il y a des maires qui ont 20 sur 20. Ceux qui dépensent trop, ils ont 0.
Et on le montre et on le dit. Ça devrait être montré. Mais qui dépensent trop par rapport à quoi ? Par rapport aux moyens, aux communes de leur classe, de même taille. Ça veut dire que vous avez les mêmes communes, les mêmes tailles, etc. Mais moi, je suis d'accord, et je ne vais pas prendre la défense pour le coup de la commune sur laquelle moi je suis en opposition. Mais il y a aussi le potentiel fiscal et le nombre de services. Aujourd'hui, si on a beaucoup de dépenses, c'est peut-être aussi parfois parce que dans les mairies, il y a beaucoup de services. Ah oui. Et donc, si le potentiel fiscal aujourd'hui dans les mairies est important et qu'en lien avec cette fiscalité qui est lourde, il y a aussi beaucoup de services, si les maires sont réélus, c'est que les citoyens sont plutôt contents de payer des impôts pour avoir aussi en face beaucoup de services. Donc il faut faire attention aussi qu'une note, c'est pas forcément une fin en soi, si vous voulez, sur la qualité du service proposé aux citoyens. Je pense que la meilleure note pour une mairie, c'est le vote. Et alors, quand la maire est réélue, c'est qu'a priori, les gens sont contents de lui. Il n'y a qu'à voir Balkany, effectivement, on voit bien qu'il a été réélu et que c'était vraiment... une commune où les gens étaient heureux. Mais moi, c'est mon département, je peux vous dire que je suis allé plusieurs fois en campagne contre lui à Levallois, et les gens sont super contents. Ah oui, bien sûr, non mais on peut acheter... Et s'il s'était présenté, il aurait été réélu. Ah oui, non mais bien sûr, c'est certain. C'est ça le problème. Ah oui, alors là, je suis totalement d'accord avec vous, c'est un problème... majeur, effectivement. Sur l'efficacité du service et le plus de services, c'est indéniable. Les élus, et on l'a vu, c'est quelque part la déroute catastrophique des groupements de communes, qui étaient normalement faits pour générer des économies, qui n'en ont généré aucun, et qui n'ont fait que générer plus de services. Alors, c'est facile, on va voir la maire Michu, on lui dit, est-ce que vous voudriez une patinoire, est-ce que vous voudriez une ludothèque, un machin comme ça ? Proposer comme ça, elle entend, ça va être gratuit, puisqu'on ne lui dit pas, ça va coûter tant, et c'est vous qui allez le payer. Elle va dire, bah oui, je dis, pourquoi pas, puis en plus à côté ils en ont. Si on lui demandait plutôt, est-ce que vous voulez une ludothèque, mais on va vous augmenter vos impôts de temps ou machin, etc., peut-être qu'elle poserait les questions différemment. Vous savez, moi je suis très minoritaire sur cette question-là au Sénat, parce que forcément le Sénat, comme c'est la chambre des communes, je suis très minoritaire sur cette question-là, mais moi je trouve qu'on a trop de communes en France. Je pense qu'il faudrait regrouper. Effectivement, quand on voit une petite commune... Ça n'a pas fonctionné, là, en tout cas, le regroupement qui a été fait en Aquitaine. Il faut que ça soit regroupé avec une seule et même commune. C'est-à-dire que si on garde comme effectivement en Occitanie, en Occitanie, on regroupe deux régions, mais qu'on garde les mêmes services deux fois, ça sert à rien. Moi, je parle des communes aujourd'hui, des petites communes avec moins de 200 habitants. Excusez-moi, mais comment, d'une, ils n'ont pas les moyens de vrai. Quand je voyais la mère là, qui est obligée d'acheter sur ses propres deniers un sapin, et enfin, excusez-moi, mais c'est pas possible. Donc là, on voit bien que le village n'arrive plus à vivre. Elle fait le ménage elle-même. Voilà. Donc là, il y a besoin de regrouper. En Allemagne, c'est ce qui s'est fait. Il y avait eu d'ailleurs un comparatif avec l'Allemagne où les élus étaient effectivement mieux rémunérés en Allemagne, mais c'est parce que les communes avaient regroupé, et donc il y a eu des économies qui avaient été faites parce qu'on avait regroupé les petites communes. Mais là, on parle de fonctionnement. Ce qui nous intéresse et ce qui intéresse souvent contribuables associés, c'est le gaspillage, c'est-à-dire tout cet argent. Parce que si on multiplie les petites communes... Oui, mais c'est du gaspillage, j'ai envie de dire, par manque d'organisation. Il y a du gaspillage qui est fait avec de l'argent public dépensé de façon... Nous, notre constat de contrôle associé, il est très simple. Dans la fonction publique, chez les élus, la notion d'économie d'échelle n'existe pas. Plus on est gros, plus on dépense par unité d'œuvre, par habitant, par kilomètre de route réparée, par collège, machin, etc. Et donc, faire disparaître les petites communes, ça paraît une bonne idée comme ça, parce qu'on va dire économie d'échelle. On le voit bien sur les régions, comme on le voit dans tous les exemples qui sont analysés, ou presque tous, les économies d'échelle, il n'y en a jamais. Donc, si on veut faire disparaître les petites communes qui, effectivement, ont trop peu de moyens, c'est le cas, effectivement, il faut le faire avec un système qui contraint les groupements à faire des économies d'échelle. Or, les élus sont toujours assez habiles, et surtout, les gouvernements ont des gens qui viennent de ces couches d'élus, donc ils n'ont jamais le courage de le faire. Il faut mettre des systèmes qui contraignent les gens à le faire. Quand on a créé le groupement de communes, c'était pour faire des économies d'échelle, et puis, au bout de quelques années, on a permis aux groupements de communes de lever leur propre impôt. Erreur fatale. Ça a facilité l'explosion des dépenses, on fait des nouveaux services, on regroupe pas les trucs, etc. Ça marche jamais. Et malheureusement, quand on parle, moi j'ai eu l'occasion de parler à des fonctionnaires de Bercy il n'y a pas longtemps, effectivement, quand on leur dit, mais écoutez, vous avez tous les chiffres, vous avez tous les moyens, moduler la dotation globale de fonctionnement, le pognon que vous apportez aux communes pour qu'elles vivent en fonction de leur performance de gestion. Ah ouais, mais on peut pas parce que indépendance de gestion, machin, etc. On est dans un système fou où les contre-pouvoirs institutionnels ne jouent pas leur rôle, n'ont pas le courage de prendre les mesures. Donc,
citoyens, révoltons-nous, prenons le pouvoir la Cour régionale nous-mêmes. des comptes, pour le coup, épingle un certain nombre de communes et de départements et de régions. Il n'y a jamais de conséquences. C'est comme la Cour des comptes. Il n'y a jamais vraiment de conséquences. La Cour des comptes, on écrit ça CONTES. C'est les comptes pour enfants. Voilà, on raconte des belles histoires. Surtout, on est très content de ne pas avoir le pouvoir qu'elle soit mise en œuvre parce que ça permet à la génération d'auditeurs nouveaux qui arrivent 2 ans après de refaire les mêmes rapports, les mêmes trucs, etc. Et il n'y a pas de conséquences. Et en plus, malheureusement, ces rapports sont très intelligents, ils sont souvent très bien fouillés, très bien faits, mais ils sont dans un jargon et d'une épaisseur et puis surtout que le citoyen suivi d'assez peu d'effets. C'est pas contraignant. Mais c'est pas contraignant, mais pour les maires, c'est jamais bon d'être épinglé par la Cour des comptes parce que autant dire que généralement les opposants en font la publicité et c'est jamais bon électoralement pour les maires en place. Donc je pense que malgré tout, il faudrait peut-être effectivement contraindre plus. Moi, je suis favorable avec ça, mais je pense qu'il faut utiliser les organes existants et peut-être leur donner peut-être plus de pouvoir. Donc la Cour des comptes pourrait avoir plus de pouvoir contraignant en tout cas sur les finances, mais il y a aussi la libre administration des collectivités locales, donc il faut faire attention à c'est un Moi, est-ce que j'ai répondu à ce fonctionnaire qui m'expliquait son incapacité à bouger, je lui ai dit écoutez, très franchement, ok, respectez la liberté des choses, mais en fait, vous êtes déjà interventionniste, puisque vous donnez la dotation globale de fonctionnement. Donc vous intervenez, vous pesez 25 ou 30% des budgets. Donc franchement, puisque vous intervenez de toute manière, intervenez intelligemment. Voilà. Faites une évaluation, mettez les bons, les mauvais, vous forcez les gens à mettre cette note en première page de leur site pour que les communes sachent qu'ils ont 0 sur 20 ou 2 sur 20, ça va bouger. Nous, on a proposé depuis des années une loi qui s'appelle « Qui veut gagner des milliards ?» Qui veut gagner des milliards, c'est simple, c'est effectivement, on demande aux communes de produire des mesures d'efficacité de fonctionnement des services qu'elles rendent. Vous parliez des services, la voirie, les collèges, les écoles, etc. Tout ça, pour la maire Michu, c'est gloubi-boulga, c'est jamais vu. Alors on va couper le ruban, donc on va dire, on a ouvert un truc, machin, etc. Mais c'est peut-être complètement inefficace. Franchement, les communes, elles ont les moyens de faire ça. On mettrait ces chiffres en public, je comparerai moi tous les ans les efficacités des services de voirie de machin d'une commune à l'autre. Je l'ai fait sur la voirie, je l'ai fait sur les déchets il y a quelques années. Les bras m'en tombent. Il y a des gens chez qui le coût de la tonne éliminée, c'est 3 fois le coût du moins cher. Ceux-là, ils en ont sous la pédale. Et on a le pouvoir de le montrer, mais personne ne veut le faire. Et franchement, les gens de la REM, vous êtes aujourd'hui à l'REM, j'ai écrit à tous les gens. J'ai écrit aujourd'hui à tous les gens qui étaient à la commission des finances. Tout le monde s'en fout. Le nouveau monde, il n'y a pas de nouveau monde. C'est le même vieux monde qui tourne entre soi. Oui, en tout cas, moi je suis d'accord avec vous. Alors comme quoi, tout arrive. Et je viens du vieux monde en plus. Écoutez, aidez-le à bouger alors. Mais ce matin, il y avait une enseignante sur Twitter qui racontait que les toilettes de son collège, il y avait 6 toilettes pour 350 élèves, pas de papier, pas de savon, mais qu'on leur avait livré des chariots d'iPad entiers. Donc la cohérence de gestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le minimum pour les élèves, mais on leur amène des iPads. Enfin, sur l'investissement, on marche parfois aussi sur la tête. C'est vrai pourquoi on dépense du fric pour des iPads et pas pour du papier toilette. Moi, j'ai le même problème dans le lycée de ma commune, où effectivement, on a des murs qui s'effritent, on a des toilettes qui sont indignes, on n'a même pas de préau quand il pleut pour que les élèves s'abritent. Et par contre, on a effectivement la présidente de région qui est venue donner des iPads dernièrement dans toutes les classes, et ça lui a permis d'avoir un petit article de presse. Brigitte, notre auditrice, nous demande c'est quoi le nom de l'émission. C'était Capital sur M6 que vous pouvez voir en replay, où il y avait effectivement des très bons reportages sur l'exemple d'une maire d'une petite commune et puis après sur le Sénat. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Xavier Iacovelli, à la question est-ce que nos élus vivent au-dessus de nos moyens? C'est-à-dire, est-ce que... ça dépend quels élus, encore une fois. Quand on voit les maires de petites communes, de villages... Les sénateurs, les députés. Les sénateurs, encore une fois, je le dis, les sénateurs et les députés sont effectivement des élus qui sont privilégiés de par leur indemnité, de par leur fonctionnement, même si comparativement aux autres pays européens, on est dans la moyenne basse, mais globalement, on ne peut pas dire que ça soit... c'est à la fois pas des nantis, mais c'est pas non plus des personnes qui ne sont pas privilégiées. Il y a des privilèges républicains, mais en tout cas, effectivement, ils sont bien traités. François Lenné, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est plus de transparence qui n'a que vous réclamer depuis des années chez Contribuables Associés. C'est deux choses. C'est et puis une corrélation entre l'efficacité et les dotations. Oui, alors si vous mentionnez ces 2 points-là, il y a ces 2 points-là indéniablement. Plus de transparence et plus de courage à créer de la valeur. Et puis, il y a un 3e point qui est plus d'intégrité de la part des pouvoirs de contrôle
à exercer leur contrôle. Je vais juste prendre un exemple qui n'est pas lié à la rémunération directement, mais qui est quand même pour moi un véritable étonnement et un scandale. J'habite un village dont le maire est un hors-la-loi récidiviste. Donc il est souvent pratiquement sur le récolement, donc la conservation des archives, sur la protection des risques naturels hors la loi. Il avait il y a quelques années fait mettre des micros en mairie pour essayer de piéger les citoyens activistes un peu comme moi, etc. J'ai fait plusieurs fois des saisines sur ces irrégularités auprès du préfet du Val d'Oise, auprès de la CNIL. Ces autorités de contrôle choisissent de ne pas répondre. Ouais. Donc on est dans une défaillance, on est dans un état de non-droit, et là aussi, il est absolument urgent que ce viol en bande organisée de la République s'arrête et qu'on arrive à avoir plus d'intégrité. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. Donc, regardez l'émission Capitale en replay. C'était sur M6 hier soir. Merci à tous les deux. Merci.